mes propos. Merci Jean-Luc de Tavernier. Oui, compléter simplement en disant que bien évidemment la préoccupation du bien-être du personnel et de la sérénité du personnel est une préoccupation fondamentale. Je dois dire d'ailleurs qu'on est très, très surpris lorsque l'on se rend sur les territoires par la dimension extrêmement différente de l'expression effectivement des fonctionnaires du département par rapport effectivement à ce qui parfois nous est rapporté par les organisations syndicales au niveau central. Moi, je trouve sur les territoires des fonctionnaires territoriaux qui veulent effectivement qu'on les écoute, qui veulent également nous démontrer le caractère extrêmement important de l'action qu'ils mènent, qui sont attachés effectivement à leur travail, qui sont tout à fait prêts, dans la loyauté la plus parfaite, à accepter quelques évolutions qui pourront être décidées par l'Assemblée plénière et dont le souhait, c'est de continuer à assurer pour nos populations la plus importante des compétences départementales, c'est-à-dire la compétence sociale, qui est vraiment au cœur de nos prérogatives. Alors, vous savez, sur les problèmes que vous abordez, on peut avoir des opinions quelquefois un peu différentes. Le statut de la fonction publique, je ne suis pas là pour défendre M. Macron, mais j'avais, devant les syndicats, déclaré que les choses étaient extrêmement compliquées, que, comme Malraux avait dit que les civilisations étaient mortelles, le département aussi, il est mortel. Et si le département disparaissait, je ne suis pas absolument certain que le statut de la fonction publique constituerait pour les personnels un bouclier suffisamment solide pour qu'ils ne soient pas entraînés dans cette disparition du département à quelques désillusions. Demander effectivement, je ne parle même pas de la Grèce, mais demander aux Espagnols, demander effectivement aux Portugais quelles ont été les conséquences sur le montant des salaires de la crise qui a dévasté effectivement ces pays et dont nous ne sommes peut-être pas effectivement aussi éloignés. Je veux simplement dire par là, si vous voulez, que le maintien du département dans ses prérogatives, le maintien du département dans sa situation d'acteur indépendant et autonome, autrement dit, le maintien d'un département qui ne passe pas sous les fourches codines de l'État par une procédure qui est une procédure de mise sous tutelle, c'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt de nos populations, c'est l'intérêt de notre personnel et c'est l'intérêt, bien évidemment, de l'Assemblée territoriale. C'est ce sur quoi également nous souhaitons nous battre. Sur la réduction de la masse salariale, je persiste et je signe. Je pense que dans les déclarations qui avaient été faites par le groupe Union pour le Nord lors de la campagne électorale, et la campagne est finie, hein, la question n'est pas là, mais nous avions été très modérés en demandant effectivement une augmentation de 8% de la masse salariale. Ce n'était pas 50%, c'était pas... une diminution, pardon, une diminution. C'était pas 50%, c'était pas 75%, c'était une diminution de 8%. Honnêtement, lorsque j'en parle avec les responsables du département, dans les services, ils me disent effectivement que c'est d'autant plus possible que vous avez effectivement, mais vous l'avez abordé, vous avez commencé à l'aborder, toute une série de compétences qui sont des compétences qui, avec la loi NOTRe et la loi sur les métropoles, sont en train effectivement de quitter le département pour la région ou pour la métropole européenne de Lille. Sur ce point, je crois qu'il faut un petit peu de patience. Moi, je suis assez d'accord sur la proposition qui est la vôtre d'avoir un large débat au sein de l'Assemblée sur l'évolution de nos compétences liées à ces deux textes essentiels pour notre avenir. Mais je pense qu'il faut nous laisser le temps, d'une part, d'amorcer le dialogue avec les métropoles européennes de Lille. Très honnêtement, le dialogue est amorcé avec M. Castelin, avec ses services, avec son exécutif. Et aujourd'hui, la métropole européenne de Lille est plutôt sur une volonté minimale dans la captation de compétences départementales. Vous savez qu'elle sera obligée d'en prendre un certain nombre, puisque s'il n'y avait pas d'accord, c'est 8 pans de compétences extrêmement importants qui partiraient effectivement sur la MEL, et même s'il y a accord, il est obligatoire que la MEL reprenne au moins 3 de ces diverses lots de compétences prévus au niveau de la loi. Aujourd'hui, la volonté de la MEL, c'est plutôt de s'arrêter aux compétences qui sont les compétences peut-être les moins emblématiques, autrement dit d'en prendre le minimum supplémentaire. La question est encore plus complexe avec la région. Elle est plus complexe avec la région pour 2 raisons. D'abord, des raisons qui tiennent aux aléas des élections de décembre prochain.
qui nous interpelle tous, parce que je pense qu'il y a parmi les 82 membres de cette Assemblée au moins une pensée qui est une pensée commune sur l'élection effectivement de décembre prochain. Et en outre, il y a des aléas, même juridiques. Lorsqu'il est prévu, par exemple, le transfert des transports scolaires du département à la région, je ne connais pas une seule région qui souhaitera exercer cette compétence. Autrement dit, la région va tenter de redéléguer la compétence transport scolaire au département. Encore faudra-t-il qu'il l'accepte. Encore faudra-t-il qu'il l'accepte dans leur généralité. Parce que s'il y a un département ici qui dit oui, l'autre département qui dit non, qu'il faut effectivement des services qui se superposent au niveau régional et au niveau départemental, ça n'aura pas beaucoup de sens. Au passage, mais ça n'a qu'un intérêt tout à fait limité, il m'arrive d'être encore surpris par des dispositions législatives qui prévoient de retirer une compétence au département pour la confier à la région, alors que toutes les régions souhaitent s'empresser, sitôt élus, de la redistribuer effectivement au niveau départemental. C'est vrai que pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, s'occuper demain des abribus à Hanovre et à Saint-Paul-sur-Mer, ça ne va pas être forcément évident. Donc, sur ce point, il y a quelques premières négociations à ouvrir pour pouvoir vous donner des informations très précises sur l'évolution que prennent ces transferts de compétences. Et ensuite, donc je pense au premier trimestre 2016, nous pourrons effectivement faire ce large débat au sein de l'Assemblée sur les compétences des uns et des autres. Voilà quelques points que je souhaitais ajouter. Vous avez évoqué le SDIS. Je veux simplement dire sur le SDIS, comme sur tout le reste, répéter ce que j'ai dit à d'innombrables reprises, c'est qu'il n'y a pas de variable d'ajustement des problèmes départementaux. Les variables d'ajustement, c'est l'ensemble des politiques. Et c'est aussi, malheureusement, la variable investissement. On était, il n'y a pas si longtemps, pas loin de 500 millions d'euros d'investissement. On est aujourd'hui à 200 millions. Et cette variable est une variable qui va contribuer à faire souffrir encore davantage les entreprises, l'artisanat, et à limiter effectivement l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Mais sur les politiques, on ne peut pas dire que la culture est une variable d'ajustement. On ne peut pas dire que le SDIS est une variable d'ajustement. On ne peut pas dire que les politiques sociales sont une variable d'ajustement, que le sport est une variable d'ajustement. Tout est une variable d'ajustement. Notre obligation, on sera amené à en reparler, ce sera effectivement de diminuer en 2016 de 5% l'ensemble des dépenses de fonctionnement hors RSA. Cette diminution nous amènera effectivement 100 millions d'euros d'économies qui sont indispensables à la survie du département. Et en rencontrant Manuel Valls, on en reparlera tout à l'heure, il y a quelques jours, je lui disais simplement que si ces 100 millions d'économies doivent disparaître, doivent être volatilisés, pour ne pas dire volés, par 60 millions d'augmentation du reste à charge RSA et 40 millions de diminution de la DGF, à ce moment-là, ça ne vaut pas la peine de les faire. Mais j'ai trouvé chez le Premier ministre des éléments, effectivement, de compréhension qui ont eu plutôt tendance à me rassurer.